Samedi 5 avril 2014, au sommaire du Grand Show de l'Info cette semaine, le portrait de Ségolène Royal, nommée ministre de l'écologie. Stéphane Ravier est le premier maire FN à Marseille, dans le 7e secteur, là où règne chômage, pauvreté et règlement de compte. Le français en vogue à New York, où de plus en plus d'enfants apprennent notre langue. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Show de l'Info, la toute nouvelle version, nouvel habillage, nouveau logo, nouveau générique. Vous êtes prêts? C'est reparti. Et nous commençons cette émission par le portrait de Ségolène Royal, une équipe resserrée et paritaire de 16 membres. Ségolène Royal en numéro 3, le nouveau gouvernement dévoilé le mercredi 2 avril en fin de matinée a nommé Ségolène Royal à l'écologie. On regarde tout de suite son portrait. Juin 2012, son terrible échec aux législatives de La Rochelle face à son dissident socialiste Olivier Falorni semble sonner la fin de sa carrière politique nationale. Mais c'est mal connaître Ségolène Royal, travailleuse infatigable. Sa carrière débute tôt, sur les bancs de l'ENA où elle rencontre François Hollande, le futur père de ses 4 enfants. Très vite, après sa sortie de l'école, elle intègre le pouvoir pour travailler aux côtés de François Mitterrand, qui lui confie les affaires sociales et l'environnement. Parallèlement, elle s'implante dès 1988 dans les Deux-Sèvres, une circonscription réputée ingagnable par la gauche. Elle devient vite une personnalité incontournable à gauche, effaçant même son époux. Ministre de l'Environnement sous Bérégovoy, ministre de l'Enseignement sous Jospin, ministre de la Famille toujours sous Jospin, elle continue son ascension en région en raflant la présidence du Conseil régional de Poitou-Charentes en 2004. Mais Ségolène, l'ambitieuse, en veut plus. En 2006, elle se lance dans la course des primaires socialistes. Malgré plusieurs coups bas de son propre camp, c'est elle qui est choisie pour représenter le PS et elle devient ainsi la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en 2007. Battue par Nicolas Sarkozy, elle annonce quelques semaines plus tard, le soir des élections législatives, sa séparation officielle avec François Hollande. Pugnace, elle ne renonce pas et, en 2011, elle se représente à la primaire socialiste, mais sera balayée dès le premier tour. Ses larmes sont à la hauteur de sa déception. Elle entame alors une traversée du désert, mais en fine tacticienne, elle reste fidèle à la politique menée par François Hollande, sans jamais un mot au-dessus de l'autre, à part ses démêlés avec Valérie Trierweiler, l'ancienne compagne de François Hollande. Depuis quelques mois, ses proches avaient senti le vent du changement, faisant savoir qu'elle méritait une place de choix au gouvernement. C'est chose faite. Depuis le 3 avril, Ségolène Royal est désormais la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Stéphane Ravier devient le premier maire FN de Marseille dans le 7e secteur. Chômage, pauvreté, règlement de compte. Dans les quartiers nord de Marseille, les difficultés s'accumulent et les habitants semblent avoir perdu tout espoir de changement. Ils ont reporté leur voix sur l'extrême droite, élisant un maire de secteur frontiste pour la première fois dans la cité phocéenne. À peine élu, le nouveau maire frontiste du 7e secteur de Marseille vient visiter ses bureaux. Il est aussitôt interpellé par une habitante. C'est-à-dire pour vous? Surtout pour le travail, pour le logement, pour tout. Le maximum. Le maximum dans le cadre de mes compétences. Stéphane Ravier est désormais le maire de 150 000 habitants, une ville dans la ville et surtout la plus sensible de Marseille, les quartiers nord. Sur les hauteurs de la métropole, les grandes cités font la une de l'actualité à chaque règlement de compte. Ces cités, Ravier se dit prêt à s'y consacrer.
J'irai dans tous les quartiers, je vais faire comprendre, je pense, à ces habitants que je suis le maire des 13e et 14e et pas que des noyaux villageois ou que seulement des bureaux qui ont bien voté. Pour moi, je suis désormais le maire des 2 arrondissements. Alors, je vais leur faire savoir que je vais travailler aussi pour eux. 35% des voix pour le FN dans le 7e secteur, mais surtout 44% d'abstention. Ici, les habitants semblent indifférents à l'arrivée du Front National. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Après, il faut savoir pourquoi le maire Front National, il y a un nouveau maire Front National. Parti comme les autres. Parti comme les autres. Il va changer quoi, il va faire quoi, après savoir. Jusqu'à maintenant, on a essayé tout, gauche à droite. Il n'y a rien changé pour le quartier, pour le tout. Cette fois, les gens qui essayaient Front National, j'espère qu'ils vont faire quelque chose au moins pour le quartier. Avec les pouvoirs limités de maire de secteur, Stéphane Ravier aura peu de marge de manœuvre pour faire changer le quartier. Il en aura peu aussi pour appliquer une vraie politique frontiste. C'est sans doute ce qui a permis son élection, selon cette politologue. La stratégie des candidats, c'était d'apparaître comme de bons gestionnaires, c'est-à-dire des gens qui vont remettre de l'ordre à l'endroit où il n'y en a pas, un discours totalement désidéologisé. Donc oui, on n'est vraiment pas sur le profil des maires élus en 95 qui étaient des idéologues et qui en fait, là on est sur des profils complètement différents de techniciens. Stéphane Ravier restera en tout cas l'homme qui a barré la route du PS à Marseille. Le Front National a désormais autant de sièges au conseil municipal que le Parti socialiste. À New York, de plus en plus d'enfants apprennent le français grâce à un programme d'enseignement bilingue présent dans une dizaine d'établissements publics de la ville avec plus de 1300 élèves. Ces programmes français-anglais connaissent un réel essor depuis quelques années sous l'impulsion des parents d'élèves et du gouvernement français. Chez les Bodendacher, on prend le petit déjeuner en français. Est-ce que je peux un petit peu de céréales? Élève en CE1, Queen est inscrit dans un programme bilingue français-anglais dans une école publique de Brooklyn, pour son plus grand bonheur. Je suis contente de parler français en classe. La loi de New York oblige aux écoles d'ouvrir un programme bilingue si suffisamment de parents en font la demande. Aujourd'hui, ce sont une dizaine d'établissements qui offrent une section bilingue avec plus de 1300 élèves. Financé par le département de l'éducation de New York avec l'appui du gouvernement français, le cursus qui débute en maternelle et qui va jusqu'au CE2 alterne les 2 langues d'enseignement. La méthode, elle, est américaine, on travaille seulement par petits groupes. Soit c'est moi qui circule dans la classe et qui essaye d'aider ceux qui ont l'air de ne pas comprendre, soit la gestuelle, les images, essayer de leur faire comprendre le problème en les mettant en situation. Le duo Language Program a vu le jour en 2007 sous l'impulsion des familles avec le soutien du corps enseignant. Pour celui-ci, l'apprentissage du bilinguisme offre avant tout une ouverture sur le monde. Il sollicite les enfants intellectuellement. Les recherches ont prouvé que le cerveau des enfants qui parlent plusieurs langues fonctionne différemment et qui sont capables de remplir des tâches plus complexes en grandissant. C'est donc évidemment un avantage. Des bénéfices que la communauté française de New York veut étendre à toutes les classes, mais pas seulement. Fabrice Jaumont, responsable éducation auprès de l'ambassade de France, aimerait que l'initiative soit exportée à l'international, en France par exemple. Déjà à New York, on espère aller jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale, la terminale, le 2e grade. Je suis sûr que les Français ont envie, les familles françaises auraient envie de mettre leurs enfants dans les programmes bilingues dès l'école primaire. Reste un obstacle de taille, trouver les professeurs qui enseignent en français, car pour exercer, ils doivent être certifiés par l'État de New York. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine.
Le nouveau Premier ministre Manuel Valls consulte pour la composition du gouvernement qui devrait être dévoilée mercredi. D'intenses tractations sont en cours, avec comme principale question le retour éventuel de ténors socialistes et la participation de ministres écologistes après le refus de Cécile Duflot et Pascal Canfin. Au lendemain de la défaite cinglante des socialistes au municipal, François Hollande a décidé d'ouvrir une nouvelle étape de son quinquennat en annonçant un pacte de solidarité. Mais le choix de Manuel Valls pour succéder à Jean-Marc Ayrault a été accueilli avec stupeur par l'aile gauche du PS. Devant les assises de Moselle, le procès de Francis Holm pour le meurtre de 2 enfants a semblé mardi devenir celui d'Henri Leclerc. Cet homme de 65 ans était entendu comme simple témoin, mais son audition a duré 4 heures dans une atmosphère très tendue. Il y a 1 an et demi, Henri Leclerc avait confié à une femme avoir corrigé les 2 enfants, mais ne pas les avoir tués. Au vu de ces nouveaux indices, la Cour a renvoyé le procès. Un nouveau bilan qui fait froid dans le dos. Plus de 150 000 personnes ont trouvé la mort depuis le début de la guerre en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi elles se trouvent 8 000 enfants. Après 3 ans de conflit, aucune des 2 parties ne parvient à prendre le dessus, malgré les avancées de l'armée dans les provinces de Damas et de Homs. Gouvernement resserré pour le Premier ministre Manuel Valls. Ségolène Royal et François Rebsamen font leur entrée dans l'exécutif. L'ex-compagne du président prend la tête d'un nouveau ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Sorti en revanche pour Pierre Moscovici, victime des mauvaises performances économiques. Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian et Christiane Taubira conservent leur portefeuille. L'opposition se dit très inquiète d'un gouvernement digne de la 4e République. Un sommet dédié à la Centrafrique à Bruxelles. L'urgence est de mettre un terme aux tueries qui ont coûté la vie à 50 personnes depuis samedi. François Hollande s'alarme d'une situation dégradée où les musulmans sont directement visés. L'Union européenne enverra une mission militaire à Bangui. Déjà un premier couac pour le tout nouveau gouvernement de Manuel Valls. À Bercy, la passation de pouvoir se fait sur fond d'incertitudes concernant l'attribution du commerce extérieur. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ou Arnaud Montebourg, celui de l'économie, le Premier ministre n'a pas encore tranché. Pas de trêve entre Kiev et Moscou. La Russie annule son dernier rabais sur le prix du gaz. Résultat, l'Ukraine devra payer 485 $ pour 1000 m3, soit un des tarifs les plus élevés en Europe. Une décision aux allures de sanctions. Le même jour, les nouvelles autorités ukrainiennes ont accusé les services russes pour les tueries du Maïdan. Accusation sitôt démentie. Un conseil des ministres d'1h15, puis la traditionnelle photo de famille, et c'est parti pour le gouvernement de Manuel Valls. Le nouveau porte-parole, Stéphane Le Foll, a annoncé que les secrétaires d'État seraient nommés mercredi. Il a également levé le voile sur la méthode Valls, en indiquant que le gouvernement se réunirait 2 fois par mois pour avoir des débats politiques sur la conduite des affaires et ainsi éviter toute cacophonie. Démonstration de force des syndicats dans la rue à Bruxelles. Plusieurs dizaines de milliers de personnes d'une vingtaine de pays ont manifesté pour une autre Europe et contre l'austérité. À quelques semaines des élections européennes, elles veulent inciter les citoyens à choisir des candidats qui changeront la façon dont l'UE est dirigée. Près de 750 millions d'euros par an, c'est le montant record atteint par les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2016-2020. Canal+ tire son épingle du jeu en obtenant le droit de diffuser les 3 plus belles affiches de chaque journée. Sa concurrente beIN Sport remporte les autres lots. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous serons là la semaine prochaine pour de toutes nouvelles actualités, toutes fraîches, en direct bien évidemment sur Big Web TV. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé ou pas la toute nouvelle version du Grand Show de l'info. Et s'il y a bien évidemment des corrections à faire, nous les ferons. Moi je vous retrouve samedi prochain et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous et un bon week-end.